Silence, c'est ça l'Europe, top générique. Et l'Europe doit-elle ouvrir ses frontières? Vous le savez, cette question a été remise à l'ordre du jour après le récent drame de Lampedusa et ses 360 morts. L'Europe s'est émue, mais après, faut-il renforcer les contrôles en Méditerranée pour empêcher les immigrés d'arriver en Europe? Ou au contraire, faut-il décider d'accueillir ces étrangers dont on aura un jour ou l'autre un crucial besoin? Parce que l'Europe vieillit, petit exercice de politique fiction avec Chloé, notre citoyenne européenne modèle. Décembre 2038. Chloé téléphone à son grand-père, Paul, 85 ans. Difficile à toucher, le papy, trop occupé par son dernier job, ramasser les poubelles du quartier. Et il n'est pas le seul. 80% de plus de 65 ans au service de voirie. À l'hôpital, le personnel soignant, tous métiers confondus, a une moyenne d'âge de 55 ans. À la télévision, plus un seul présentateur, plus une seule présentatrice de moins de 60 ans. Et c'est partout comme cela. Conséquence de décisions prises vers 2015. Stop à l'immigration, disaient les esprits forts. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Ils viennent ici pour voler notre pain et profiter des allocations. Du coup, l'Europe s'est refermée. L'immigration s'est tarie, la population a vieilli, les vieux ont été priés de reprendre le chemin du boulot. L'économie tourne au ralenti. Le téléphone sonne de plus en plus fort. Chloé s'éveille. C'est son papy. Il n'a pas encore 85 ans et l'Europe n'est pas encore vraiment fermée à double tour. Mais certains y pensent. Et Chloé s'angoisse. Demain, n'y aura-t-il plus que des vieux dans les rues ? Et si vous ne voulez pas me voir présenter cette émission pendant 25 ans encore, que doit faire l'Europe? Eh bien, on posera la question à Inge Gressle, elle est députée européenne allemande, c'est une proche d'Angela Merkel et elle viendra nous rejoindre dans quelques instants ici, sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Et comme toujours, Isabelle Heusen, qui adore se balader, ira à la rencontre de citoyens, européens ou non européens. Vous nous emmenez où aujourd'hui, Isabelle ? Alors ce mois-ci, je vous emmène dans deux sociétés complètement différentes l'une de l'autre. L'une d'elles est spécialisée dans les logiciels de simulation et elle peine à trouver des ingénieurs ici en Belgique. Mais avant cela, on va aller se refaire une petite beauté dans le salon d'esthétique que Mireille vient d'ouvrir. Mireille est gabonaise, elle va nous raconter son histoire. À tout de suite. À tout à l'heure Isabelle. Et on va rejoindre à présent Claire Rodier du réseau Migre Europe. C'est un observatoire de l'immigration basé à Paris. Claire Rodier, ce mois-ci, l'Europe met en place un nouveau programme appelé Eurosur et qui va renforcer encore le contrôle aux frontières extérieures de l'Union. Et vous dites, c'est la plus mauvaise des solutions. Pourquoi ? Oui, un peu plus d'un mois après ce terrible drame qui est intervenu à Lampedusa, ce naufrage qui a causé plus de 300 victimes, je crois qu'effectivement c'est la plus mauvaise solution si, comme le prétend l'Europe, elle veut maîtriser les flux migratoires tout en mettant un terme à ces drames de la migration dite clandestine. Parce que l'expérience prouve que depuis qu'on renforce les contrôles aux frontières de l'Union européenne, depuis qu'on fait cette forteresse, comme la désignent certaines associations, cette forteresse Europe, le nombre de morts en migration aux frontières de l'Europe n'a cessé d'augmenter. C'est le cas depuis la création de l'agence Frontex, qui est pourtant censée sauver des vies humaines, comme on l'a entendu dire. Pourquoi? Parce que renforcer les frontières, les contrôles aux frontières, ça oblige les migrants qui ont besoin de partir de chez eux et qui ont besoin de trouver une terre d'accueil. C'est le cas des Syriens aujourd'hui, c'était le cas de nombreux Africains qui ont quitté la Libye par exemple en 2011. Ça oblige ces personnes, pour trouver refuge, à prendre des routes de plus en plus dangereuses pour contourner justement les contrôles qui
ne sont pas des opérations de sauvetage qu'on veut nous faire croire, mais bien des opérations souvent de refoulement, d'interception, d'arrestation et de renvoi vers des terres où ces personnes courent des risques pour leur vie. Donc renforcer les contrôles aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles cela est prévu dans le cadre du programme Eurosur, c'est de façon certaine renforcer aussi le risque de drames, de naufrages et de plus de morts en migration. Merci Claire Audier. Et voici à présent quelques-unes de vos réactions glanées sur les réseaux sociaux. Lampedusa, autant de morts comme s'il y avait une guerre muette. L'Europe en a marre de l'immigration? Eh bien qu'elle arrête d'appauvrir et de coloniser les pays africains, ils resteront chez eux. La critique est facile, l'art est et sera de plus en plus difficile. Le véritable problème du monde entier n'est pas l'immigration, mais l'incapacité à résoudre la trilogie emploi, travail, salaire. Je pense qu'il faudrait faire comme certains pays, une immigration choisie, sans possibilité de rester ensuite dans le pays. L'immigration sauvage est une des causes du chômage. Voilà donc ce que l'on peut lire entre autres sur les réseaux sociaux et je vous présente Inge Gressle, vous êtes députée européenne, allemande, membre de la CDU, proche d'Angela Merkel. Alors quand vous entendez ce citoyen qui dit, je reprends ces termes, l'immigration sauvage est une des causes du chômage, d'accord, pas d'accord ? Non, pas d'accord du tout, parce que normalement, les clandestins n'ont pas le droit de travailler. Mais le souci, c'est qu'on crée un marché de travail au noir et on crée un marché de travail d'esclavage, j'aurais dit. C'est un modèle très, très dangereux. C'est pour ça qu'il faut lutter à tout prix contre l'immigration clandestine. Alors après un drame comme Lampedusa, tout le monde s'émeut. L'Europe s'émeut. Et en même temps, on le voit bien, il y a un discours négatif sur l'immigration, un peu partout en Europe. Comment vous expliquez ça ? Je crois qu'il faut voir les variétés de ce problème d'immigration. Il y a une immigration légale, mais il y a aussi une immigration clandestine ou une immigration via le droit d'asile. Et c'est là, je crois, qu'il faut s'attaquer. C'est l'immigration via le droit d'asile parce que nous, on voit qu'il y a qu'un certain pourcentage qu'on peut admettre. Il faut résoudre le problème là où c'est né dans les pays d'origine des réfugiés. C'est pour ça que je crois qu'il nous faut bien plus d'efforts et le réduire à Lampedusa, je ne crois pas que ça résout vraiment le problème. Mais précisément, est-ce qu'Angela Merkel n'a pas alimenté quelque peu ce discours négatif sur l'immigration? Il y a quelques années, elle a déclaré que le modèle multiculturel avait échoué en Allemagne et elle a incité les immigrés à mieux s'intégrer. Le modèle multiculturel a échoué, ça c'est sûr. Il faut l'intégration des réfugiés de part et d'autre, ça c'est clair, mais il faut aussi vouloir les accueillir. Je crois que c'est un problème très très complexe. Pour moi, ce que je vois, c'est qu'on a des immigrés parfaitement intégrés, mais il y a d'autres qui vivent leur vie à part. Et ça n'a rien à faire avec leur statut légal. C'est ce qui me travaille beaucoup. Je crois qu'il nous faut faire plus pour ceux qui viennent légalement, mais aussi pour ceux qui viennent illégalement. Et quand je vois qu'on incite les illégaux à venir en Europe, c'est ça l'erreur. On récompense les trafiquants d'hommes, on récompense ceux qui font rêver les gens dans les pays d'Afrique ou dans les pays d'Arabe de venir en Europe. C'est ça l'erreur. Il faut être plus clair. On a l'impression que la seule politique de l'Europe, c'est de renforcer le contrôle aux frontières extérieures de l'Union. C'est une vraie politique, ça ? C'est une politique très importante, sinon on encourage encore les réfugiés à venir. Je crois qu'il faut cesser d'encourager les réfugiés à venir. Il nous faut plus d'aide dans les pays. Et ils rêvent de bien-être. Ils rêvent de bien-être. Ça, je comprends parfaitement. Et si moi j'étais dans leur place, je ferais peut-être la même chose. Je les comprends parfaitement. Mais il faut être honnête. Quelle est notre capacité d'intégration ? Quelle est notre capacité d'intégrer même ceux qui sont légalement en Europe? Et là, quand je vois les chiffres pour l'Allemagne, maintenant, on a la première moitié de cette année, on a 400 000 qui sont venus légalement en Allemagne. 400 000 pour la première moitié de l'année. Ça fait, si je vois les droits d'asile, les demandeurs, ça a augmenté de 75% en une année. Ça veut dire qu'on a vraiment une très grande pression sur nos frontières. Quand je vois ceux qui sont venus illégalement, il y a quelques semaines, j'étais à la frontière turque, bulgare, grecque. C'est là où arrive la majorité des réfugiés, des clandestins.
quand je vois que Edirne, ville turque à la frontière européenne, le gouverneur m'a dit que Edirne, 300 000 habitants et un tiers des réfugiés qui attendent de venir en Europe. Alors ce n'est pas un problème qu'on peut négliger. Il nous faut faire quelque chose, mais il faut avant tout encourager les pays qui nous ont envoyés, qui sont à la souche de la crise, de cette crise des réfugiés, de faire plus qu'on fait maintenant. Alors, Inge Gressle, on va vous emmener dans un centre de soins de beauté, même si vous n'en avez pas besoin, mais c'est là qu'on va retrouver Isabelle. Et Isabelle, vous allez nous présenter Mireille. Alors Paul, comme promis, je suis dans le salon de Mireille Aboguet. Elle vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Mireille, les débuts, ça va ? Oui, ça va, ça va. Les clients commencent à arriver, ça va, c'est plutôt positif. Alors, on va un peu résumer votre histoire. Vous êtes arrivé du Gabon, ici en Belgique, il y a une dizaine d'années. C'est votre grande sœur qui vous fait venir. Donc, vous bénéficiez du regroupement familial. Les débuts sont difficiles? Oui, très difficiles. Bon, parce que déjà, quand on est en Afrique, on entend parler de l'Europe, on pense que c'est vraiment facile, on s'en sort facilement en Europe. Mais dès qu'on arrive ici, la réalité, elle est là. Donc, moi, je suis arrivée, ma grande sœur m'a fait venir ici en Belgique. Et voilà, j'avais pas de papier. Et c'était pas évident de faire une formation. Et par exemple, vous dites que vous n'aviez pas de papier à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme papier? Vous avez une carte d'identité belge? Non, pas de carte d'identité belge. J'ai une carte de 5 ans, donc c'est une carte étrangère. Et vous voudriez la nationalité belge? Effectivement, je voudrais la nationalité. D'ailleurs, j'ai fait la demande. C'est ma 3e demande. Je suis à ma 3e demande. La première, je l'ai faite, ça a été refusé. La deuxième aussi refusée. Et donc, voilà, j'attends. Donc, il faut vraiment se battre toujours. D'ailleurs, pour créer ce salon de beauté aussi, hein, vous avez dû vous battre. Par exemple, avoir les fonds, ça a été simple? Il y avait un refus, ça a été refusé. La première fois quand je l'ai introduite, elle a été refusée. Et bon, ça m'a fait vraiment mal parce que c'était j'avais vraiment envie de créer cette entreprise. Et j'ai dit, non, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas baisser les bras, je vais introduire un recours. Et donc, la deuxième fois, juste, ça a été accordé. Donc, vous qui êtes une battante, comment vous réagissez quand vous voyez que l'Europe, finalement, essaie d'empêcher de plus en plus les immigrés d'arriver sur son territoire? Ça vous fait mal? Ça fait quand même un peu mal parce que, bon, on voit aussi les réalités qui se passent chez nous en Afrique. Hein. Les problèmes de santé, par exemple, il y a beaucoup qui meurent en Afrique parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir... Et l'Europe devrait les accueillir. Oui. Alors, justement, on va poser la question à Frédéric Mahoué. Vous êtes directrice du CIRE, donc on dira, en gros, ensemble d'ONG qui s'occupent des demandeurs d'asile, des réfugiés. L'histoire de Mireille, c'est une exception? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, comme elle, tellement rapidement veulent ouvrir leur commerce et y arrivent. Mais par contre, il y a beaucoup de migrants, évidemment, qui participent pleinement au marché de l'emploi. Je pense par exemple au secteur des soins et de l'aide aux personnes, où aujourd'hui, je pense qu'entre la moitié et 2 tiers des personnes de ce secteur, des travailleurs de ce secteur, sont des migrants. Alors aujourd'hui en Europe, les migrants, ils sont si nombreux que ça, comme on semble vouloir le dire? Non, pas du tout, évidemment. Vous le savez, l'Europe en prend sa toute petite part. Donc la toute grande partie des migrants qui ont besoin de protection ou qui cherchent à gagner leur vie quittent leur pays et ne viennent pas jusqu'en Europe. Mais l'Europe semble dire que même si c'est une petite partie, elle n'a pas les moyens de les accueillir. Mais c'est évidemment tout relatif. Est-ce qu'elle n'a pas les moyens? La question est plutôt comment est-ce qu'on organise le marché du travail et comment est-ce qu'on le régule pour faire que chaque personne qui vit dans ce pays puisse contribuer à ce marché du travail. Et ça, c'est une autre question. Mais je pense que, évidemment, comme c'est la volonté des Belges d'ailleurs, les étrangers qui viennent ici, pour toute une série de raisons, dont des besoins de protection, souhaitent évidemment, ardemment contribuer, avoir une fonction sociale, avoir un emploi et avoir un salaire. Et pour vous, cette Europe qui a quand même tendance à devenir une forteresse, c'est la mauvaise voie. Mais surtout, on voit bien que c'est une voie sans issue. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé. Les biens, les capitaux circulent et les habitants aussi, les personnes aussi, et elles circuleront de plus en plus. Donc cette idée de fermer, cette idée de restreindre, en fait, ne tient pas la route. Et donc la question est comment concevoir un fonctionnement du monde qui permette à chacun, comme nous le faisons nous, comme les Européens le font dans l'espace de l'Union européenne, de circuler et de vivre dignement. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, Paul, donc quelques réflexions ici d'une histoire finalement assez positive.
À tout à l'heure, Isabelle. Inge Gressle, on a quand même l'impression que le monde est divisé en deux. Il y a les riches au nord qui peuvent circuler partout, et puis les pauvres au sud à qui on dit « restez chez vous ». On ne dit pas restez chez vous, on dit venez sous certaines conditions. Il y a le tourisme qui marche, qui est possible sous conditions. Il y a le regroupement familial qui est possible aussi. L'immigration continue à être possible, mais c'est sûr qu'il y a des règles. Alors, vous en parliez tout à l'heure, on va prendre la direction de la Bulgarie. On va aller à la frontière bulgare, qui est souvent présentée comme une passoire pour les candidats à l'exil, à tel point que la construction d'un mur entre la Bulgarie et la Turquie est envisagée. Voyez ce reportage d'Audrey Goutard. Dernier mètre avant l'Union européenne, la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. C'est la nouvelle route des clandestins. Ceux-là viennent d'être arrêtés. 13 hommes et femmes plaqués au sol, maîtrisés. Autour d'eux, des douaniers bulgares, matraques à la main, qui frappent. Scène fréquente, nous ont dit des témoins. Sur cette frontière, il y a des miradors, des barbelés, des caméras thermiques qui repèrent les migrants quand ils tentent leur chance. Sur l'écran, des points blancs. Dans la forêt, des hommes, des femmes, des enfants. Ils s'éparpillent à la moindre alerte. Mais seule une partie des 143 km de frontière est vraiment surveillée. Le reste ressemble à cela, un gruyère. Nous sommes ici à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Il suffit que je fasse un pas. Là, nous sommes en Turquie. Ici, en Bulgarie. Vous imaginez donc la facilité avec laquelle les migrants peuvent franchir une frontière pour arriver en Bulgarie. Comme ce groupe arrêté par hasard alors qu'ils marchaient dans la direction de Sofia, la capitale. Tous sont afghans. Plusieurs se sont blessés en traversant les broussailles. Ils sont conduits dans un camp de transit aménagé dans l'urgence. En un an, la Bulgarie a vu le nombre de demandeurs d'asile doubler. Près de 10 000 exilés en plus, surtout des Syriens qui fuient la guerre. Voici l'un de ces camps près de Sofia. 800 réfugiés, pour la moitié des enfants. Pauvres, riches, ici tout le monde est logé à la même enseigne. Voici le couloir et les toilettes. Cette Syrienne est arrivée il y a un mois. Il y avait 2 restaurants et vous étiez professeur. Maintenant, nous sommes devenus pauvres car notre restaurant et notre maison ont été détruits et tout le monde est parti. Dans quel pays comptent-ils aller ? Les réfugiés ont une idée précise sur la question. La France, ce n'est pas un pays qui donne réfugiés humains ou sinon réfugiés politiques pour les gens. Je ne sais pas, parce que France, ils ne veulent pas. Ce n'est pas comme la Suède, ce n'est pas comme l'Allemagne, ce n'est pas comme l'Autriche. Donc vous parlez entre vous et vous savez qu'il y a des pays qui sont plus accueillants que d'autres. Voilà, c'est ça. What is her dream? Quel est son rêve? Faire des études en Allemagne. Why not in France? Pourquoi pas en France? Le sésame, c'est un statut de réfugié accordé par la Bulgarie. Quelle chance ont-ils de l'obtenir? Le directeur de ce camp connaît déjà la réponse. Oui. Et depuis qu'ils ont ouvert le camp, est-ce qu'il y a des réfugiés qui ont eu leur visa? Non. Il imagine que tous ces gens-là vont passer l'hiver ici. Je suis presque sûre. Pour s'occuper de ces futurs sans-papiers, tout est déjà en place. Depuis quelques mois, des passeurs proposent d'emmener les clandestins vers les pays riches de l'Ouest. Comme nous l'explique ce trafiquant sous couvert d'anonymat. On nous a dit qu'ici, il y avait des passeurs. Bien sûr que c'est comme ça. C'est-à-dire? Oui, sans papier, ils viennent ici, 2500 €. Euros? Oui, d'euros. Et là, pour les aider, par exemple, jusqu'à l'Italie. Pour tenter de gérer cet afflux de migrants, l'Europe a déjà versé 15 millions d'euros en 3 mois aux autorités bulgares. Mais ni les réfugiés des camps, ni la population elle-même n'en ont vu la couleur. Le gouvernement, réputé corrompu, annonce la construction d'un mur sur la frontière avec la Turquie. Mais cette fois, les Européens ont refusé de le financer.
Retour sur notre plateau à Bruxelles. Inge Gressle, vous revenez de cette frontière entre la Bulgarie et la Turquie et on le voit, ces réfugiés rêvent d'aller chez vous, en Allemagne, plutôt qu'en France. Ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas du tout. Et souvent, ils ont déjà quelqu'un en Allemagne, la famille est déjà là. J'étais aussi dans un camp là-bas et j'ai parlé avec des réfugiés qui m'ont tous dit qu'ils savent très bien où aller et qu'ils ont déjà des gens où ils peuvent aller. Ils attendent que de quitter ce centre-là. Mais on le voit, la pression migratoire est très forte sur des pays comme la Bulgarie, aussi l'Espagne, l'Italie. Est-ce que tous les pays d'Europe doivent prendre leur part du fardeau, si j'ose dire? Je crois qu'ils le prennent et il faut qu'ils le prennent. Le droit est très clair, c'est là où la personne arrive, c'est là où elle doit faire la procédure de demande de droit d'asile. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Martin Schulz, le président du Parlement européen, qui a déclaré, je le cite, « C'est scandaleux, c'est honteux que l'Union européenne ait laissé l'Italie seule face au flux de réfugiés venant d'Afrique » et il a incité l'Allemagne à en prendre plus. Le président du Parlement est populiste comme d'habitude. Je suis très désolée parce que l'Allemagne a pris 4 fois plus de demandeurs d'asile après leur procédure que l'Italie. C'est-à-dire, si on regarde les chiffres, où restent les gens, c'est en Allemagne qui reste 4 fois plus qu'en Italie. Donc vous dites, on en fait assez. Nous, en Allemagne, on en fait assez. L'Allemagne fait plus que d'autres pays. Nous, on a les plus gros chiffres parce qu'on a aussi un système de sécurité sociale assez attractif. C'est aussi la Suède qui fait beaucoup. C'est la Suède qui est vraiment le champion en Europe. Mais l'Allemagne fait beaucoup et c'est clair, nous, on a aussi une très forte migration au sein de l'Union européenne. Alors, de ces 400 000 personnes que j'ai citées, la première moitié de cette année, 2 tiers étaient de l'Union européenne et qu'1 tiers des pays tiers. C'est pour ça que pour nous, ceux qui nous arrivent de Bulgarie, de la Roumanie, c'est aussi pas... Il faut aussi prendre ceci en compte. Alors, les dirigeants européens ont décidé de réfléchir et d'établir une vraie politique de l'immigration, mais ce sera en juin 2014, après les élections européennes. On a l'impression qu'on a peur de parler de l'immigration avant les élections. Ce n'est pas un sujet où on peut gagner grand-chose, ça c'est vrai. Mais pas des voix, en tout cas. Bon, ça... Je crois qu'on peut gagner des voix quand on dit ce que fait l'Europe. Nous, on fait déjà beaucoup pour les réfugiés, on fait beaucoup pour l'immigration, on fait beaucoup pour alléger aussi la situation de ces populations dans leur pays d'origine. L'Europe est le plus grand donateur d'aide au développement. C'est pas rien tout ça. On peut discuter si ça suffit, mais on essaie déjà de bien se défendre. Je crois qu'il y a aussi cette politique de l'immigration qui existe. C'est pour ça que j'étais plutôt surprise quand j'ai appris qu'après les élections, on va en parler de nouveau. Moi, je trouve que le cadre juridique qu'on a maintenant, c'est un cadre qui serait suffisant si chaque État membre faisait son travail. Et là, parlons de nouveau de l'Italie. Ce qui ne va pas, c'est de munir les réfugiés qui sont arrivés à Lampedusa, par exemple, avec des billets et de l'argent pour qu'ils puissent traverser la frontière vers la France. Ça ne va pas. Alors, on va retrouver une nouvelle fois Isabelle qui a quitté son salon de beauté pour une toute autre entreprise. Elle s'appelle Numeka et elle s'occupe de logiciels de simulation. Expliquez-nous, Isabelle, pourquoi vous avez choisi cette entreprise. Alors pour répondre à votre question, Paul, je crois qu'il suffit de regarder les gens qui travaillent ici dans ce bureau autour de moi. En fait, chez Numeka International, à Bruxelles, il y a environ 80 personnes qui sont employées ici et une vingtaine de nationalités différentes. Alors, Monsieur Hirsch, vous êtes le président de Numeka International, donc je l'ai dit, une vingtaine de nationalités, lesquelles? Mais ça couvre beaucoup de pays européens. Mais ça couvre aussi des pays hors Europe, comme la Russie, l'Ukraine, le Japon, la Chine et les États-Unis. Donc on recrute très largement. Pourquoi justement aller les chercher aussi loin? Nous allons les chercher parce que nous en avons besoin. Et nous ne trouvons pas en Europe, en Belgique et ni en Europe assez d'ingénieurs dans notre domaine. Nous travaillons dans un domaine très pointu, très high-tech. Et donc nous avons besoin de spécialistes. Nous sélectionnons uniquement sur compétences sans prêter vraiment attention de quelle est l'origine des... Mais certaines mauvaises langues diront certainement que si vous allez les chercher aussi loin, c'est pour pouvoir les payer moins cher ici. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Nous avons une seule stratégie, une seule grille de salaire uniforme, quel que soit le pays d'origine des chercheurs et des ingénieurs que nous engageons. Et les faire venir, c'est facile? Ils ont besoin de papiers particuliers? Il y a une lourdeur administrative?
Il y a certaines procédures administratives à suivre, mais Numeka se porte garant en leur offrant un contrat de travail. On a l'habitude et on n'a jusqu'ici jamais rencontré d'obstacles de ce type. Est-ce que ça serait quand même pas plus facile si l'Europe ouvrait largement ses frontières à ces travailleurs venus de plus loin? Oui, mais de notre point de vue, on ne sent pas qu'il y ait une fermeture. Ça pourrait peut-être être simplifié, mais pour ce qui nous concerne, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Monsieur Hirsch. Alors voilà, Paul, certainement quelques pistes de réflexion pour votre invité en studio. Merci Isabelle. Inge Gressle, c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. Tout à fait. Avec carte bleue, tout ça existe déjà en Europe et c'est voulu, c'est très bien. Mais c'est vrai que l'Europe vieillit. En Allemagne en particulier, il y a des problèmes démographiques. Vous aurez besoin de plus en plus d'immigrés. Là, personne ne se fait des illusions, c'est clair. Mais l'Allemagne a déjà vraiment pris beaucoup. On a 4,5 millions d'Allemands qui ont vécu en Russie, sur la terre de Russie. C'est ceux qu'on a déjà intégrés. On a d'autres. Nous, on a pris le plus grand nombre de réfugiés du Kosovo pendant la guerre en Yougoslavie. C'est-à-dire, il y a ça. Mais il faut pouvoir choisir qui prendre, parce que sinon, une société ne va pas pouvoir vivre si on prend ceux qui veulent venir. Et c'est ce qui rend l'affaire très dure, parce que ça, c'est clair. À la frontière de l'Union européenne, il y a des drames humains qui se passent. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix faire quelque chose. Inge Gressle, merci d'être venue sur notre plateau. Et on va retrouver Chloé, notre citoyenne européenne modèle, qui va nous aider à voir un petit peu plus clair. Nous, les Européens, on se débrouille très bien tout seuls, quoi. On est complètement autonome, on n'a pas besoin des étrangers. Non. On a un patrimoine de dingue, on a des inventions de dingue, on n'arrête pas d'inventer le progrès en Europe. Donc déjà à l'époque, la roue, c'était nous. Non, c'était pas nous ça. Ah bien sûr que si, que la roue c'est nous. Alors s'il y a bien un truc européen, c'est la roue. À la limite, c'est grec. Pas du tout, c'est mésopotamiens. Ce sont les Sumériens qui ont inventé la roue. Alors déjà, ça n'existe même pas, les sub-machins, là. Les Sumériens. Voilà, c'est les Irakiens d'aujourd'hui, si tu préfères. Ah bon, c'est pas nous qui avons inventé la roue? Non. Ah bon, ça m'étonne, tu vois. Bon, par contre, l'algèbre, ça c'est nous. Alors l'algèbre, ça c'est les Arabes. Mais non, c'est pas eux. Si, Égyptiens, Babyloniens. Oh putain, c'est pas nous ça? Non. Bon, par contre, le premier pas sur la Lune, ça c'est nous. Ok, dis rien. Les pâtes. Bah si, les pasta de l'Italia, ça c'est un truc de chez nous ça. C'est chinois. Et mon cul, il est chinois? J'ai rien dit, hein. Bon, par contre, le parapluie, ça c'est un truc de chez nous, encore chinois. Le décapsuleur, USA. Le PQ, ça c'est de chez nous ça. USA, 3 points. La cravate portefeuille, japonais. Le cure-dent, c'est de chez nous. Ça c'est possible, ça vient du nord de l'Italie, ouais, c'est possible. Eh ben voilà la fierté de l'Europe. Voilà ce qui fait la force et l'identité européenne. Le cure-dent. C'est ça Chloé et c'est ça l'Europe. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez devenir ami de notre émission. Vous pouvez aussi la revoir sur le site de TV5 Monde et de la RTBF. À l'année prochaine.